Sud Radio, service compris. Véronique Jacquier. Et le service compris de Raphaëla Dallo d'Energy Coaching. Bonjour Raphaëla. Bonjour Véronique, bonjour aux auditeurs. Et bienvenue dans Sud Radio, service compris. Alors Energy Coaching, un cabinet de coach en recherche d'emploi. Je me mets à la place des auditeurs de Sud Radio, service compris. Rappelez-nous brièvement ce qu'est un coach en recherche d'emploi pour ceux qui viennent de nous rejoindre. C'est une personne en fait qui est là pour vous aider à vous accompagner à rechercher un emploi, donc à mettre en place tout ce qui est nécessaire pour trouver, déjà décrocher un entretien et ensuite évidemment trouver un emploi. Bien faire son CV, on en a parlé dans de précédentes émissions, la tenue aussi est essentielle, enfin on a parlé de tout ça, voilà. La préparation aux entretiens. Voilà, et là aujourd'hui on parle de l'entretien d'embauche mais vu par l'employeur, et c'est vrai que et évidemment on n'y pense jamais, mais c'est vrai que c'est important de savoir ce que lui a en tête quand on se prépare à aller en entretien d'embauche. Absolument. Alors quelles sont les premières choses qu'il faut que nous sachions, Raphaëla? Alors déjà, c'est très important ce que vous venez de dire, effectivement. Pour bien préparer l'entretien d'embauche, il faut se mettre à la place de l'employeur et se dire je vais à l'entretien, j'ai la chance d'avoir décroché l'entretien, donc c'est l'étape décisive qui va faire que je vais peut-être décrocher ce poste. Donc qu'est-ce qu'il cherche ? Alors, il y a des choses qu'il cherche en savoir-faire, donc des techniques, l'utilisation de logiciels, enfin des choses très particulières, techniques. Et aussi comportemental, donc ce qu'on appelle le savoir-être. Par exemple, quelqu'un de très dynamique, quelqu'un qui sait très bien parler à l'oral, qui sait présenter devant un public de personnes, ou bien quelqu'un qui sera en relation avec des clients, donc il doit savoir quand même avoir une bonne relation client. Voilà, donc c'est déjà se poser ce genre de questions. Alors, ces choses-là, on peut déjà les trouver dans la description de poste, parce qu'en fait, le recruteur, lui, il commence par quoi ? Il sait qu'il a un poste. Basique, le recruteur. Hein. Voilà. Il dit j'ai besoin de telle personne pour telle tâche. Voilà. Et alors du coup, j'ai besoin de quoi pour que cette personne corresponde à ce que je cherche. Donc il va dans la description de poste, normalement, clarifier ce qu'il cherche. Et le candidat peut déjà comprendre par ce que dit le recruteur ce qui est recherché. Et s'il est en adéquation d'ailleurs avec le poste, et peut-être quel langage tient le recruteur pour savoir si lui aussi peut se mettre en affinité avec le recruteur. Tout à fait. Et plus en fait ce que décrira le recruteur dans le poste sera clair, plus le candidat pourra adapter son CV, sa lettre de motivation à ce qui est demandé. Ce qui fait que quand il enverra son CV et sa lettre de motivation, le recruteur se dira « Ah, ce que je lis là en ce moment, ça m'intéresse, c'est un des candidats que je vais voir en entretien. » Parce qu'évidemment, le recruteur, c'est rare qu'il ne voit qu'une personne. Oui, bien sûr. En moyenne, il en voit combien ? Ça dépend. En général, on essaye de faire ce qu'on appelle en anglais une short list, parce que c'est très anglicisé malheureusement, une liste courte de 5 personnes. Ah, c'est tout ? Ah oui. Ah oui, un recruteur pour un poste, il va pas voir plus de 5 personnes. Il n'a pas le temps. Il a vraiment pas le temps. Alors, il risque d'en voir plus si jamais, effectivement, il reçoit énormément de CV qui collent à ce qu'il cherche et qu'il hésite vraiment. Mais en règle générale, franchement, il finit par en prendre 5. Et donc, il doit faire le choix entre ces 5 personnes qui ont des compétences égales, qui ont des expériences peut-être similaires, donc c'est important pour lui de sélectionner déjà. Et pour anticiper quand on prépare l'entretien, est-ce que le fameux recruteur on va parler un peu en statistique, mais a des questions type, est-ce qu'il y a des questions qui reviennent forcément tout le temps et qu'on peut préparer à l'avance pour être sûr de pas se planter? Absolument. Oui. Alors lesquelles? Alors il y a la première question en général, c'est présentez-vous ou parlez-moi de vous. Oui. Qui paraît être une question facile, mais en réalité, elle est très difficile parce que justement, il vous donne la liberté de vous exprimer comme vous le souhaitez. Il ne vous donne aucune directive, dirons-nous, ce qui fait que à vous de vous présenter rapidement, mais de façon percutante et convaincante. Donc ça se prépare. C'est pas quelque chose que l'on peut faire comme ça de façon naturelle. Voilà. Après, il y a les questions évidemment très techniques sur le poste en lui-même. Donc, il peut voir votre degré de connaissance dans
l'utilisation, encore une fois, de logiciels, enfin de choses techniques qui sont requises pour le poste. Pour ça, c'est peut-être pas ça qui fera la différence avec un deuxième... Non, mais par contre, on peut très bien avoir la connaissance d'autres outils qui peuvent apporter un plus à ce poste, par exemple. Ensuite, il y a votre degré de motivation. Par exemple, il peut vous poser des questions pour savoir un peu jusqu'à quel point vous êtes motivé à rejoindre la société dont il s'agit. Ou même, est-ce que vous savez travailler en équipe ? Parce que peut-être le poste, pour ce poste-là, il est très important de savoir. Et est-ce qu'il y a des questions pièges ? Alors, les questions pièges, oui, il y en a toujours, parce qu'après... on ne peut pas les anticiper, ça dépend du recruteur. Oui, il y en a certaines qu'on peut anticiper. Alors, lesquelles ? Par exemple, il arrive que, par exemple, même si on a beaucoup d'années d'expérience, le recruteur puisse vous demander de définir quel est votre travail. Par exemple, si un poste, on recherche quelqu'un en marketing, la personne peut vous poser comme ça de but en blanc, pour vous, c'est quoi le marketing ? Ah oui. Alors ça, en général, c'est déstabilisant parce que on se dit, mince, c'est vrai. Oui, je le sais, mais je ne sais pas forcément le verbaliser. J'ai pas l'habitude. En fait, pourquoi il fait ça ? Parce que souvent, il veut savoir quelle est votre capacité de vulgarisation. En fait, est-ce que vous savez vous exprimer clairement ? Est-ce que quand vous serez en contact avec des clients ou avec des personnes qui n'ont pas forcément le même degré de savoir que vous, est-ce que vous saurez leur faire comprendre de quoi il s'agit ? Voilà. Écoutez, Raphaël, là, on va faire comprendre aux auditeurs de quoi il s'agit pour se remettre en selle et bien réussir un entretien d'embauche. On est avec Chloé qui a composé le 0826 300 300. Bonjour Chloé, bienvenue. Oui, bonjour madame. Alors, on vous écoute avec Raphaël là. Alors, moi j'ai une question. Je dois vous dire, je suis très angoissée parce que j'ai un entretien en fin de semaine et je viens de découvrir que je vais avoir un bébé. Félicitations. Oui, félicitations Chloé. Merci beaucoup. Mais du coup, voilà, ça tombe pas forcément bien et ma première question, c'est de savoir si je dois être franche là-dessus, si je dois le dire, en fait. Alors, votre entretien, donc il a lieu en fin de semaine et oui. C'est-à-dire vous avez été appelé après avoir envoyé votre CV. Comment ça s'est passé ? Non, pas du tout. Alors, en fait, c'est plutôt par recommandation. Je suis pharmacienne et... Voilà, j'ai par un contact également pharmacien, j'ai un rendez-vous pour un poste d'adjoint. D'accord. À débuter tout de suite et c'est vraiment important pour moi parce que ce poste peut déboucher sur une association. En fait, il s'agit d'un pharmacien qui a un certain âge et qui souhaite céder une partie de ses parts à un jeune pharmacien. Donc moi, mon rêve, évidemment, c'est de m'installer. Donc il y a un fort enjeu là-dedans, quoi. Absolument. Et c'est votre premier enfant ? Oui. D'accord. Ah oui, effectivement. Alors, en tout cas, ne vous stressez pas parce que c'est pas parce que vous attendez un enfant que vous êtes différente des autres candidats. Il faut enlever ce tabou de la tête que parce qu'on est enceinte, on est différente. En fait, non, vous n'êtes pas différente. Vous avez la grande joie d'attendre un heureux événement. Mais cela dit, ça arrive. Maintenant... Vous avez quel âge, Chloé ? J'ai 27 ans. D'accord. Mais donc l'entretien, c'est en fin de semaine, c'est ça ? Oui, c'est vendredi. Mais donc la personne qui va vous recevoir connaît votre âge ? Elle connaît mon âge, oui, bien sûr. D'accord. Non, mais donc statistiquement, moi je réagis basiquement, mais statistiquement, elle se doute bien que vous allez avoir des enfants. Donc que ce soit maintenant ou plus tard, si à la clé il y a une association, est-ce que ça pose un gros problème, Raphaëlla ? Disons que le recruteur ne se pose pas forcément ces questions-là d'emblée. Alors. Après, évidemment, si pour le recruteur, il y a un certain enjeu, il veut savoir si la personne sera disponible, quand est-ce qu'elle sera disponible, si elle sera disponible. Il peut essayer de savoir. En principe, on n'a pas le droit de poser la question de but en blanc comme ça. Êtes-vous enceinte ? Voulez-vous avoir des enfants ? De quelle origine êtes-vous ? Quelle est votre religion ? Enfin voilà, ce genre de questions, c'est illégal de les poser.
En revanche, évidemment, les recruteurs qui ont quand même l'habitude peuvent, de façon détournée, poser les questions. Et par exemple, dans le cas de Chloé, il pourrait très bien vous demander, voilà, quand est-ce que vous serez disponible, par exemple. Ouais, Oui, mais alors. Chloé veut savoir si elle doit le dire ou pas. Tout à fait. Vous êtes enceinte de combien, Chloé? Eh ben, écoutez, je pense 1 mois. 1 mois. Donc ça se un voit tout pas. petit mois. Ça se voit oui, pas. ça se Non, voit ça pas ne se encore. voit pas, Oui, mais voilà. étant donné qu'il faut, enfin, c'est une Bien relation sûr. de confiance qui va devoir Tout à s'instaurer, fait. puisqu'il y a la possibilité plus tard d'être associée. Voilà, je me sens très très mal à l'aise. Je vous comprends, si je mais le cache. vous pouvez... moi, je vous conseille d'être honnête. De toute façon, il va falloir leur dire à un certain moment. Est-ce que vous croyez que l'entretien que vous aurez là en fin de semaine, est-ce qu'il y en aura d'autres par la suite ou ils vous ont un peu expliqué comment ça allait se passer? Bah écoutez, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas D'accord. du tout. Notre contact commun a parlé de moi en bien. D'accord. Donc il m'a recommandé pour ce poste-là. Je sais qu'ils ont besoin de quelqu'un rapidement et de quelqu'un enfin voilà, qui puisse faire toute sa tâche, parce que je sais qu'ils Je comprends. ils ont beaucoup de travail, ils ont une personne en moins, donc voilà, il faut quelqu'un d'efficace tout de suite. Et Vous habitez où, Chloé? j'habite à Auxerre. D'accord. Sud Radio, service compris. Véronique Jacquier. Et le service compris de Raphaëla Dallot, qui est coach d'emploi, qui est dans le cabinet Energy Coaching. Pour mieux connaître ce cabinet, vous allez bien sûr sur energycoaching.fr. Ils peuvent vous aider à intervenir dans toute la France. Alors, on est avec aussi le service compris des auditeurs de Sud Radio, puisque nous sommes avec Chloé, qui nous fait part de son angoisse. Chloé, vous êtes toujours avec nous? Oui, toujours. Alors évidemment, vous êtes angoissée, c'est normal, vous allez être maman. Moi, j'avais connu la même chose que vous, Chloé. Je me disais, est-ce qu'il faut que je le dise, est-ce qu'il faut que je le dise pas? Alors j'étais en poste, mais finalement, c'est vrai que quand je l'ai dit à l'époque à mon directeur de la rédaction, mais ça a été une sacrée délivrance, et un sacré fardeau en moins, parce que nous, les femmes, quand on travaille, on se dit, mais quel va être le regard de notre patron sur ce qu'on est amené à vivre. Alors Chloé, Raphaëla a la réponse pour vous. Qu'est-ce qu'on l'encourage à faire, Chloé, Raphaëla? Alors, je vous encouragerais, en fait, Chloé, la prochaine fois que vous allez à l'entretien en fin de semaine, c'est déjà pendant cet entretien, ce premier entretien, mettre bien en avant vos compétences, le fait que vous pouvez correspondre exactement à ce qu'ils recherchent, que ce soit à court terme comme à long terme, puisque vous parliez d'éventuelles associations un peu plus tard. Donc là, il n'y a pas de souci, vous leur démontrez bien tout cela. Et puis ensuite, en fonction de comment se déroule cet entretien, si vers la fin, effectivement, vous sentez que le processus s'arrête là, c'est-à-dire qu'ils se disent bon, on va prendre la décision tout de suite, c'est la personne Chloé est la personne qu'il nous faut, donc on va lui dire oui. Là, effectivement, peut-être que vous pourriez déjà leur dire bon, voilà. Pour les questions de disponibilité, je souhaiterais vous prévenir que... C'est-à-dire que vous, Raphaëla, vous le diriez à la fin de l'entretien? En voyant effectivement comment se déroule l'entretien, parce que c'est pas la peine de le dire tout de suite, parce que c'est pas... Je veux dire, elle est vue pour un certain poste. Donc le fait qu'elle soit enceinte ou pas ne rentre pas en jeu pour l'instant. Oui. Donc d'abord, être sûr, parce qu'on ne sait jamais, enfin je ne le souhaite pas, mais on ne sait jamais. Peut-être que Chloé va découvrir pendant l'entretien qu'il y a des choses qui ne lui conviennent pas. Donc pourquoi dire tout de suite, dévoiler cette information qui est très privée et personnelle, si on n'est pas sûr de dire oui au bout du compte. Mais Chloé, qu'est-ce que vous en pensez ? D'accord, écoutez, donc vous me conseillez, si j'ai bien compris, de le dire quand même s'il ne me pose pas la question de l'éventualité d'une grossesse. C'est-à-dire que si vous sentez qu'ils sont bien partis pour vous prendre et qu'ils sont très sérieux qu'ils vont vous faire une proposition, oui, je vous conseille vraiment de leur dire quand même très rapidement. Mais en les rassurant, parce que ça c'est très important, en leur disant, voilà, je suis enceinte, voilà comment ça va
se présenter effectivement, c'est-à-dire que je risque de partir en congé maternité à telle date. Donc je serai absente, j'imagine 3 mois, enfin dans votre cas. Oui, si tout va bien, mais c'est vrai que c'est un métier où on reste debout beaucoup quand on est adjoint, et effectivement, il peut aussi arriver qu'on s'arrête plus tôt, malheureusement. Mais en tout cas, vous pouvez essayer de les rassurer en leur disant, voilà, effectivement, légalement, je prendrai ce que je dois prendre de façon légale, mais bien entendu, je reste à disposition parce que moi, mon intérêt, c'est de travailler avec vous, c'est d'être là, d'être disponible, de me rendre disponible parce que je suis très motivée à vous rejoindre. Oui, et je m'organiserai effectivement même pour mon bébé. Il n'y a pas de souci, enfin, j'espère. Oui, il faut rassurer l'employeur, il faut faire preuve d'une belle motivation. Oui. Voilà, être enceinte, c'est toujours un cadeau, c'est pas une maladie. Exactement. Et ne vous inquiétez pas. Ça. Tout à fait. Et ne vous inquiétez pas parce que le recruteur, si vous êtes la personne qu'il leur faut, ils seront prêts à accepter la situation sans aucun problème et peut-être même vous faciliter la tâche. Ils seront même très contents pour vous. Tout à fait. Normalement, c'est le but, C'est le but, Chloé. Allez, il faut être positive. Vous allez voir, vous allez leur transmettre vos ondes positives, j'en suis sûre. Absolument. Bon. Entendu, Chloé ? Bon, écoutez, je me sens déjà un petit peu mieux devant vos encouragements. Et puis, mais non, on est très enthousiastes. Moi, je suis sûre que ça va cartonner pour vous. Voilà, je suis sûre. Et vous nous tiendrez au courant. Vous nous rappelez pour nous dire ce qu'il en est. Pourquoi pas vous nous rappelez lundi prochain ? Et vous nous dites ce qu'il en est, vous nous faites part de... Ça, c'est formidable. Vous savez, cette émission, elle repose sur le service compris des auditeurs, leurs questions, mais aussi leurs témoignages. Donc, vous nous offrez un droit de suite lundi prochain pour nous raconter comment l'employeur a pris la chose en suivant scrupuleusement les conseils de Raphaël. C'est-à-dire, vous le dites pas au début, vous les appâtez, vous vous rendez très désirable, passez-moi l'expression, voilà, indispensable. Oui. Les mots du coach, c'est ça, indispensable. Vous vous rendez indispensable. Et puis à la fin, hop, vous leur faites passer le message et puis vous allez voir comment ils prennent la chose. Et puis vous nous tenez au courant lundi prochain. Entendu, Chloé ? C'est d'accord. Merci beaucoup. Merci à vous, Chloé. Bonne chance. Oui, bonne chance et beaucoup de courage. Allez, on est avec Jean-Claude. Bonjour Jean-Claude. Oui, bonjour. Moi, je me placerai plutôt dans la deuxième catégorie parce que j'étais un ex-directeur d'établissement. Le conseil que je donne aux gens qui postulent, surtout bien demander les objectifs qu'ils auront à faire dans l'entreprise, parce que souvent, au bout de quelques temps, quand il y a les entretiens mensuels ou à la semaine sur la personne qui a été embauchée, les objectifs ne sont pas très bien compris au départ quand il a été embauché et il se trouve qu'ils n'arrivent pas à être atteints. Et là, c'est là qu'arrivent les conflits. C'est-à-dire, Jean-Claude, être très clair, mais c'est-à-dire que le recruteur qui doit être très très clair sur les objectifs. Voilà, il faut que la personne qui va être embauchée demande exactement ce qu'elle aura vraiment à faire, parce que il se trouve que parfois, ça coince par la suite. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, Jean-Claude. Il arrive malheureusement que même quand le descriptif de poste pour lequel on a été recruté est très clair, en fait, la personne, en arrivant sur le poste, s'aperçoit qu'il y a des choses très différentes. Donc, malheureusement, on peut effectivement investiguer plus pendant l'entretien, du côté du candidat, en posant des questions au recruteur, en disant voilà, est-ce que vous pouvez m'expliquer avec quelle équipe, quel genre d'équipe je vais devoir travailler, quelles sont les tâches exactement que j'aurai à faire, etc. Mais pour d'autres raisons, quand on arrive sur le poste, il peut arriver effectivement que les choses ne soient pas tout à fait ce qu'on attendait. Donc en fait, Jean-Claude, vous nous dites... Je travaillais dans la fonction publique où les gens qui étaient embauchés, par exemple, pour tenir un poste de travail au départ, se retrouvaient sur des postes de travail complètement différents après, par force, sur les absences, sur les congés de maternité, par exemple, où on leur demandait d'aller faire un peu le travail de la personne qui était absente pour les congés de maternité, comme la personne précédente, ça peut arriver, c'est bien. Voilà. Et la personne n'était pas du tout apte à le faire, en disant non, moi je sais pas le faire et tout, et puis ça se retrouvait. Alors il faut bien élargir les choses parce que au bout d'un moment on se retrouve devant des problèmes.
Oui, disons que le mieux à faire dans ces cas-là, lorsqu'on est en poste, enfin on arrive dans le poste et qu'on s'aperçoit qu'il y a des choses qu'on ne sait pas faire ou qu'on ne peut pas faire, qui n'étaient pas prévues au départ, en fait c'est de demander à voir le supérieur hiérarchique ou les personnes des ressources humaines pour leur dire, ben voilà, il y a quand même un problème parce que moi j'ai été recrutée pour faire ces tâches-là et maintenant on me demande d'en faire d'autres pour lesquelles je n'ai pas forcément la qualification. Donc soit vous me donnez la formation pour que je puisse faire ces tâches-là, soit il faut qu'on discute parce qu'il y a quand même un décalage entre ce pourquoi j'ai été embauchée et ce que vous me demandez de faire. Et ça, il faut le faire effectivement le plus rapidement possible et surtout ne pas laisser la situation pourrir, entre guillemets. Mais Jean-Claude, vous nous dites que... se retrouver devant un gros problème qui risque de se faire mettre à la porte ou de se faire licencier. Exactement. Oui, vous soulignez une question intéressante. Finalement, c'est la malledonne entre ce que dit le recruteur, ce que comprend la personne qui est en recherche d'emploi et qui vient pour l'entretien. Et est-ce qu'il faut pas du coup que c'est le conseil que vous... les descriptifs de postes de travail sur les embauches qui sont mal faits. Moi, j'ai eu le cas de poste de travail qu'on m'a imposé à l'époque pour prendre quelqu'un, et quand j'ai lu le poste, je me suis dit non, il n'y a pas tout là, il faut que je rajoute des choses parce que la personne ne sera pas amenée à faire ça, elle sera amenée aussi à faire autre chose. Ouais. Avant que ça coince, je préférais le préciser. Bien souvent, on disait non, parce que la personne au niveau du salaire, elle est payée pour tel poste de travail, elle n'est pas payée pour des postes multiples. Exactement, mais c'est pour ça qu'effectivement on conseille, aux recruteurs, en général c'est les ressources humaines dans des grosses sociétés ou alors aux PDG dans des petites... C'est une grosse société nationale, je peux vous dire. D'accord, donc effectivement... C'est une des deux plus grosses, alors donc je ne veux pas aller plus loin parce que je veux pas, mais le fait c'était ça, quoi. Donc au niveau de l'indice de travail, la personne était amenée à faire des travaux qui étaient le poste supérieur avec un grade supérieur et il se retrouvait que la poste de niveau 1 arrivait à faire du travail du niveau 3 ou 4, quoi. Mmh. D'accord. Mais effectivement, il faut absolument que les personnes qui recrutent en interne soient aidées ou se forment à vraiment bien faire des descriptifs de postes adéquats pour qu'il n'y ait pas ce genre de problème ensuite. Parce que c'est pour ça que d'ailleurs des sociétés passent par des sociétés de recrutement. Le jour de l'embauche, son vrai poste de travail. Voilà. Oui. Mais là, c'est un conseil que vous donnez aux recruteurs, Jean-Claude ? Non, que je donne aux gens qui se font recruter. D'accord. Donc c'est bien ce que j'ai compris, c'est que vous incitez les gens en recherche d'emploi à poser beaucoup de questions sur la définition du poste. Voilà. Voilà, c'est-à-dire vraiment être proactif. On l'oublie ça. Si je dois remplacer l'adjoint qui est absent, est-ce que j'aurai une prime supplémentaire ? Est-ce que j'aurai une petite formation avant ? De ne pas me retrouver le lundi matin devant le fait accompli en disant, il est absent, c'est toi qui le remplaces, quoi. Oui, tout à fait. Oui, ce que vous dites est très pertinent, Jean-Claude. Quelque part, il faut être proactif, c'est-à-dire on ne va pas seulement à l'entretien d'embauche en se disant oulala, faut que je séduise mon recruteur et que je me rende indispensable, comme l'a dit Raphaëlla, mais il faut aussi que je pose les bonnes questions, c'est-à-dire moi je veux travailler, mais oui. C'est surtout être capable de faire ce qu'on vous demande. Après, si on s'invente un CV qui est pas bon, on va dire, qui enjolive un peu trop sa situation, et puis quand on est devant le poste de travail, il ne faut pas oublier qu'on travaille avec des personnes. Donc si devant les autres, on n'arrive pas à prouver qu'on mérite ce poste de travail, on se dévalue par rapport aux personnes avec qui on travaille. Tout à fait. Se dévalorise, je veux dire. Si je peux rebondir sur ce que vous disiez aussi, il arrive quelquefois que on aille à un entretien parce qu'on a été en fait convoqué parce qu'on vous a recommandé ou vous avez même fait une candidature spontanée. Donc vous allez à un entretien dit exploratoire, c'est-à-dire la personne n'a pas forcément un poste, mais veut bien vous voir, vous connaître, pour voir si par hasard vous pourriez pas convenir pour autre chose. Et en fait là, effectivement, c'est intéressant de carrément faire vous-même la fiche de poste en disant voilà ce que je peux vous apporter, voilà ce que je, connaissant un peu votre société, je sais ce que je peux vous apporter. Donc je vous propose carrément de vous proposer de vous présenter. Mais ça c'est une bonne idée, ça. C'est-à-dire qu'on est moteur aussi. Voilà. On est moteur. Il y en a beaucoup qui le font maintenant, quand ils postulent, voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça, et je sais faire ci, je sais faire ça, mais vraiment les choses, avoir les diplômes, maintenant les patrons ils s'en foutent un peu à mon avis, c'est plutôt ce que la personne est capable de faire et ce qu'elle a déjà fait. Une personne parfois moins diplômée qui sait faire est mieux valorisée qu'une personne qui est diplômée et qui sait pas faire.
Ouais. Merci Jean-Claude pour vos remarques extrêmement pertinentes. Oui, merci. Sud Radio, service compris. Véronique Jacquier. Et le service compris de Raphaëla Dallot de Energy Coaching. Si vous venez tout juste de nous rejoindre, on parle de l'entretien d'embauche, mais vu côté recruteur. Donc on attend toujours évidemment vos témoignages, vos questions. Raphaëla, j'espère, a déjà répondu à pas mal de questions, mais on a évidemment les auditeurs qui veulent participer et c'est normal, c'est le service compris de Sud Radio aussi. Le témoignage et leurs réflexions pertinentes. Monique est avec nous. Bonjour Monique. Bonjour. Alors, bienvenue. Vous avez fait le 0826 300 300. On vous écoute. Oui, eh bien voilà. Moi, je suis devant une difficulté de mon fils âgé de 17 ans qui est à la recherche d'un stage. En fait, il est en lycée professionnel et je tombe devant des employeurs qui refusent de prendre des stagiaires, en fait. Et quand on est en milieu rural, comme je suis, c'est vraiment pas facile et je ne comprends pas. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Pourquoi l'école n'est pas, le lycée ne s'engage pas? Pourquoi les patrons refusent? Parce que en fait. Non mais quel était le motif du refus, Monique? Comment? Quel était le motif du refus? Quel âge a votre fils? Il a 17 ans. D'accord. Voilà. Il est en deuxième année de préparation pour un CAP de mini-mécanique. Voilà. C'est tout ce qui concerne les tondeuses, les tracteurs tondeuses, voilà. Et Monique, en fait, excuse-moi. Les employeurs ne sont pas chauds, on va dire, pour les prendre parce que, en fait, ils ne savent rien faire. Voilà. Ou pratiquement rien. Monique, c'est Raphaëla, est-ce que le stage en fait que doit faire votre fils sert à valider le CAP qu'il est en train de... Voilà, tout à fait. D'accord, donc c'est obligatoire pour lui, il faut absolument qu'il fasse ce stage. Voilà, tout à fait. Alors, et qui n'est pas rémunéré, j'imagine. Comment? Qui n'est pas rémunéré. Non, bien sûr. Il a un mois de stage entier à faire, non rémunéré, bien sûr. D'accord. Voilà. Et quand vous dites qu'ils ne savent absolument rien faire, enfin, ils savent quand même faire des choses. Oui, voilà, mais pas pour un employeur. L'employeur a peur, certainement des dégâts qu'il pourrait faire. Mais par exemple, qu'est-ce qu'il cherche quel type de stage il cherche à faire, par exemple? Enfin, il a une idée claire quand il va auprès de ces sociétés, de ces employeurs. Qu'est-ce qu'il demande comme stage? Il présente donc une convention de l'école, une convention de stage. Oui, mais ce que je veux dire, c'est le contenu. Est-ce qu'il y a un titre à ce stage? Parce qu'en général, parce qu'en principe, il faut faciliter la tâche de l'employeur. C'est-à-dire que lui-même, si on lui dit « je veux juste faire un stage », c'est clair que l'employeur, le pauvre, il va pas savoir qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de ce jeune homme. En principe, c'est pas sa première préoccupation d'ailleurs. Exactement. Donc en fait, ce que je vous conseillerais peut-être de faire, essayer en tout cas, c'est d'aller voir un employeur et de leur dire « voilà, je souhaiterais faire un stage dans tel département, enfin je ne sais pas comment on peut appeler ça, ou dans tel service. Dans tel secteur. Dans tel secteur, parce que je peux faire des petites choses, mais je peux faire ça, ces tâches-là. En tout cas, je sais les faire, il faut que je me développe plus dans ces choses-là. Après, il y a une deuxième chose, Monique, c'est que ces fameux stages, les boîtes ont l'habitude de prendre des très jeunes gens comme absolument. Ça, ils savent qu'il y a des CAP à valider. Et après, entre nous, il y a des boîtes qui jouent plus le jeu que d'autres parce qu'elles sont plus dans une logique de ressources humaines que d'autres. Donc, peut-être qu'il faut aussi cibler les bonnes entreprises pour pas perdre de temps. Alors, c'est facile à dire comme ça, Monique, je vous l'avoue, mais il faut avoir ça en tête aussi, j'imagine, Raphaëla. Tout à fait. Et puis il faut aussi, comme c'est l'école qui demande aussi ces stages de façon obligatoire, il faut essayer de voir avec l'école, leur dire, écoutez, facilitez-nous la tâche. Vous avez certainement des contacts. Il y a un gros bug parce que en fait, ils demandent aux jeunes, bien sûr, de se trouver des lieux de stage. Point. Voilà.
Si vous voulez, ils ne s'investissent pas. Voilà. Cela dit, Monique, Monique, il y a certainement des jeunes gens qui l'ont fait l'année dernière ou l'année d'avant. Et oui, c'est ça. Ces personnes-là, enfin, votre fils ne pourrait pas essayer de contacter, de voir un peu chez les anciens élèves où est-ce qu'ils ont fait leur stage pour aller voir les mêmes sociétés, si tant est qu'ils ont été contents des stagiaires, bien entendu, parce que une société est très contente de reprendre des stagiaires qui viennent d'une certaine école. Si il faut passer par la voie des anciens, je pense, Monique. Ouais. Oui, entendu? Mais... Oui, je comprends ce que vous m'expliquez. Bon. Oui, voilà, je pense que c'est le vraiment... mieux. On sait que c'est difficile de trouver ce type de stage, mais effectivement par ce qu'on appelle le réseau des anciens élèves, peut-être que ce sera plus simple. Ou même des professeurs, certains professeurs, tout à fait, les qui professeurs apprécient particulièrement votre fils pourraient tout à fait, je suis sûre, ils ont des connaissances, ils peuvent tout à fait l'aider. Donc en fait, dites à votre fils de mieux cibler sa recherche, d'être au clair avec ce qu'il peut apporter, même à son niveau. Mais il pourra toujours apporter quelque chose. Et puis d'utiliser le réseau. Entendu, Monique? Bon courage. Merci. On est avec Ghislaine qui a composé le 0826 300 300. Bienvenue. Oui, bonjour. On vous écoute. Merci. Bien, écoutez, moi j'entends votre intervenante qui est d'Allours, c'est ça, la commune d'Allours, je pense. Raphaël Dallot, oui. D'accord, mais je connais très bien la commune qui est parfaite. Je voulais dire simplement qu'aujourd'hui, depuis quelques années, déjà, je pense que les modes de recrutement ont changé. On n'est plus dans les mêmes paramètres qu'il y a quelques années. Donc aujourd'hui, l'entreprise cherche vraiment des personnes qui soient effectivement très rapidement compétitives dans l'entreprise. Voilà, moi simplement ce que je voudrais dire au vu de mes expériences professionnelles et des modes de recrutement dont j'ai fait l'objet, que les personnes qui sont en recherche d'emploi, ce que je disais tout à l'heure, donc on n'est plus dans les mêmes demandes, c'est beaucoup de chômeurs aujourd'hui. Vous travaillez dans quoi, Ghislaine? Eh bien moi j'ai travaillé beaucoup dans la gestion d'entreprise. Ah d'accord. Et aujourd'hui je suis indépendante. Et ce que je veux dire, c'est qu'il faut vraiment les personnes qui recherchent un emploi, bien que c'est difficile d'en trouver et que malheureusement aujourd'hui c'est plus alimentaire parce que on ne peut plus assumer financièrement, voilà. Mais il faut être en parfaite harmonie quand même avec ce qu'on recherche, ce qu'on est, pour vraiment pouvoir se développer dans l'entreprise. Il ne faut pas avoir peur, je pense, de demander quel est l'état d'esprit de l'entreprise. Moi j'ai une expérience en qualité d'assistant de direction, c'est-à-dire que moi je demandais souvent des questions lorsque j'étais convoquée, quel était l'état d'esprit de mon directeur, comment il fonctionnait. J'osais poser ces questions-là parce que connaissant mon caractère, il vaut mieux être en harmonie vraiment et pas s'obliger à trouver un emploi pour trouver un emploi, ce que je peux penser qui est quand même indispensable. Et Ghislaine, on vous donnait les réponses qui vous satisfaisaient? On me donnait les réponses, c'est vrai, moi j'ai eu des modes de recrutement où j'ai fait un peu de forcing, parce que beaucoup de candidatures à l'époque, 300-400 candidatures, et voilà, donc moi je n'hésitais pas à rappeler, quand on me renvoyait mon CV tout taché, je réagissais, je disais c'est pas normal qu'on me renvoie un CV taché, vous voyez, vous n'avez jamais lâché l'affaire par rapport à ça. Voilà, il faut vraiment être assidu et persévérant. Voilà, il faut vraiment s'appuyer sur ses compétences, se faire confiance et vraiment foncer, et puis vraiment savoir quel est l'objectif de l'entreprise, qui sont les dirigeants. Enfin, personnellement, c'est ce que je pense. Si on veut vraiment être en harmonie et vivre bien dans l'entreprise et être productif et avoir une parfaite entente, et autant pour vous avez tout à fait raison, Ghislaine, parce que c'est vrai aussi bien pour le candidat, effectivement, de poser les questions pour être sûr d'être en cohérence, mais aussi pour le recruteur de poser aussi lui les questions au candidat, parce que lui aussi il veut pas se tromper, il veut prendre la bonne personne, et donc il doit s'assurer que la personne sera évoluera bien dans le milieu professionnel qu'il lui propose, dans les conditions de travail qu'il lui propose, avec l'équipe qu'il lui propose. Voilà, c'est très important parce que finalement c'est un pari pour les deux. Le recruteur non plus, il n'a pas envie de se tromper. Il veut trouver la bonne personne et qu'il reste le plus longtemps possible. Donc c'est pour ça qu'il est très important des deux côtés qu'on pose les questions et ne pas avoir peur. Ghislaine ?
Oui. Merci pour votre témoignage et vos conseils pour les auditeurs de Sud Radio Service Compris. Finalement, voilà, vous êtes une battante et vous nous dites ne jamais lâcher l'affaire, et quand on vous a renvoyé votre CV tout taché, vous prenez votre téléphone pour dire non mais c'est pas normal, ça va pas se passer comme ça. Voilà, allez, comme ça, j'espère que ça met du baume au cœur à bien des auditeurs qui sont à l'écoute. Vous nous appelez d'où, Ghislaine ? Je suis à Montfavet, à côté d'Avignon. D'accord. Écoutez, bel après-midi à vous et restez fidèles à Sud Radio Service Compris. Bel après-midi aussi.